Patrick Leclerc, messieurs les ambassadeurs, chers amis, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord de remercier Patrick qui, en m'invitant, me donne le plaisir immense d'être avec vous ce soir, le plaisir de parler de l'Égypte, un pays que nous aimons tous, chacun à sa façon, et qui nous réunit ce soir. En m'invitant, et croyant me faciliter la tâche, Patrick m'a laissé la liberté de choisir mon sujet. En fait, il ne savait pas qu'il me compliquait la vie parce que j'ai très longtemps hésité à le choisir. En fait, quand je suis arrivé à Paris la semaine passée, je ne savais pas de quoi j'allais vous parler. C'est en contactant des amis français ou égyptiens vivant en France que j'ai réalisé combien ils étaient inquiets de la situation économique en Égypte. Et la question qui revenait en refrain, c'était quand, comment la situation pourrait-elle s'améliorer. En fait, il y a quelques jours, j'étais dans les rues de Paris, j'ai été accosté par un Égyptien que je ne connaissais pas, qui est venu me poser exactement la même question. Donc, j'ai décidé d'essayer d'y répondre à la lumière de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, après le 30 juin 2013. J'ai vécu parce que j'ai été partiellement responsable de la gestion économique du pays en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie et aussi ministre de l'Investissement en plus pendant quelques mois. Je parlerai donc de la situation économique et je parlerai des efforts qui sont fournis pour redresser la situation et surtout des espoirs d'avenir pour l'Égypte. Et pour commencer, je ferai très rapidement un retour en arrière pour mettre les choses dans leur contexte. Entre 2004 et 2008, l'économie égyptienne, alors gérée par un groupe de jeunes réformateurs, était sur la voie d'une croissance soutenue de plus de 5%. En fait, on a atteint 7% en 2007. Malheureusement, la crise économique de 2008 a remis en cause les perspectives de croissance de l'économie égyptienne, mais en plus, elle a mis en évidence le manque d'inclusivité de cette croissance et l'énorme écart qui se creusait entre les riches et les classes défavorisées. Les uns habitant dans des gated communities, des compounds au milieu de pelouses verdoyantes et de terrains de golf, les autres dans des taudis, dans des bidonvilles qui entourent le Caire, Alexandrie et les capitales des gouvernements. En effet, la priorité de la politique économique de ce moment était de maximiser le taux de la croissance sans se soucier de la distribution du produit de cette croissance et de son équité. Pour vous donner un exemple, les montants alloués aux subventions des carburants qui profitent essentiellement aux riches et qui se montaient à peu près à 6% du PIB étaient supérieurs à la somme des montants des dépenses publiques allouées à la santé et à l'instruction publique. De plus, l'économie était incapable de créer suffisamment d'emplois pour une main-d'œuvre croissante. Le taux de chômage, surtout auprès des jeunes diplômés, augmentait fortement. La mauvaise distribution d'une part, ainsi que le chômage des jeunes, furent sans aucun doute parmi les facteurs déterminants de la révolution du 25 janvier 2011. Je vous rappellerai que les jeunes qui manifestaient place Tahrir scandaient des slogans qui réclamaient la liberté, mais surtout du pain et de la justice sociale. Les turbulences politiques qui ont suivi ont aggravé nos problèmes économiques. Les gouvernements successifs, entre février 2011 et août 2012,
desquels je faisais partie d'ailleurs, dans l'espoir de calmer la rue, ont augmenté les dépenses publiques, ce qui a eu comme conséquence directe l'augmentation considérable du déficit budgétaire qui a atteint 11% du PIB pour l'année financière 2011-2012. D'autre part, les investissements étrangers qui avaient varié entre 8 et 12 milliards de dollars annuellement, ainsi que les revenus du tourisme qui avaient atteint 12 milliards et demi de dollars en 2010, se sont effondrés. Ce retournement de flux de capitaux et de revenus a eu un effet négatif sur la balance des paiements qui a enregistré un déficit de 10 milliards de dollars en 2010-2011 et de 11 milliards de dollars en 2011-2012, alors que la balance des paiements égyptienne enregistrait des surplus et avait enregistré un surplus de 3 milliards et demi de dollars au cours de l'année financière 2009-2010. Le taux de croissance de l'économie à cause du manque des investissements est tombé à 2,5% au cours de l'année 2011 et de l'année 2012, soit une croissance zéro par tête d'habitant, puisque la croissance de la population annuellement est de 2,5%. Ce qui a encore plus entraîné l'augmentation du taux de chômage. L'élection de Mohamed Morsi et la formation du gouvernement des frères musulmans en août 2012 n'a pas arrangé les choses. Au contraire, en juin 2013, le déficit budgétaire avait atteint 13,5% du PIB. Pour les raisons que vous connaissez, et au-delà de la situation économique qui se dégradait, le peuple s'est soulevé une seconde fois. Les gouvernements qui ont été formés à la suite du 30 juin 2013, présidés d'abord par un brillant économiste, Hazem El-Biblaoui, suivi de l'infatigable Ibrahim Mahlab, avaient pour objectif économique de faire face au triple déficit de l'économie égyptienne. Le déficit budgétaire, le déficit extérieur et le déficit de la croissance. Une stratégie de développement a été élaborée pour rétablir les grands équilibres économiques du pays et créer un modèle de croissance inclusive bénéficiant à l'ensemble de la population, et cette stratégie reposait sur 3 piliers. Tout d'abord, la mise en œuvre d'importantes réformes fiscales afin de ramener le déficit public à un niveau soutenable. L'objectif était de retrouver un excédent primaire dès l'année fiscale 2016-2017. Ensuite, de réduire la dette publique à 85% du PIB en 2019, sachant que celle-ci se montait en 2013 à 96% du PIB, très proche de la dette publique française aujourd'hui, qui est à 97%. Cet effort de consolidation fiscale devait se faire à travers des mesures visant d'une part l'augmentation des recettes publiques, comme l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, l'imposition de taxes supplémentaires sur les plus riches et sur le gain en capital, et l'élargissement de l'assiette fiscale. D'autre part, une forte réduction des dépenses budgétaires à travers la réforme des subventions énergétiques, dont l'objectif était d'augmenter le prix au niveau du coût de la production au courant de 5 ans, et en plus de cela, un meilleur contrôle de la masse salariale des travailleurs dans le secteur public. Le second pilier de la stratégie portait sur l'application des politiques de soutien à la croissance pour créer une économie plus productive dans laquelle le secteur privé pourrait jouer son rôle. À cette fin, la stratégie prévoyait la mise en place de réformes de cadre réglementaire pour améliorer le climat des affaires et favoriser l'investissement privé. Une nouvelle loi des investissements était au cœur de ces réformes et avait pour but de lutter contre les barrières administratives et bureaucratiques. La stratégie prévoyait aussi le lancement de grands projets d'infrastructure permettant de catalyser l'investissement privé, de réduire les coûts économiques,
d'améliorer les conditions de vie de la population et surtout de faire redémarrer la machine productive. Le troisième pilier de la stratégie avait pour but de développer des filets de sécurité sociale, efficaces visant à faciliter l'accès aux services de santé et d'éducation, de relever le niveau et de soutenir les classes les plus défavorisées qui souffriraient suite à la réduction des subventions. Malheureusement, le calendrier politique n'a pas permis aux deux gouvernements de mettre cette ambitieuse stratégie en totale application. Car de juillet 2013 à décembre 2015, la scène politique a été occupée d'abord par le débat autour de la nouvelle Constitution et par le référendum tenu le 14 et le 15 février 2014 pour l'approuver. Ensuite, par des élections présidentielles qui sont tenues le 26 et 28 mai 2014. Finalement, par des élections parlementaires qui ont eu lieu entre le 17 octobre et le 2 décembre 2015. Il était donc difficile, voire même impossible, d'effectuer des réformes structurelles aussi profondes qu'escomptées en l'absence d'un Parlement élu. Malgré cela, le gouvernement a eu le mérite de faire les premiers pas et de prendre les premières mesures de la réforme économique. Au début de 2014, il augmente le prix des carburants et de l'électricité conformément au plan établi. Il est cependant incapable de faire la seconde augmentation prévue en 2015. Il élabore une loi régissant la fonction publique et des lois fiscales, introduisant de nouvelles taxes, y compris la TVA, mais le président de la République refuse de les signer en l'absence du Parlement. La Banque centrale, pour sa part, dévalue la livre égyptienne, qui est largement surévaluée, une surévaluation qui pèse lourd sur la compétitivité des produits égyptiens et sur la balance commerciale. Mais la dévaluation n'est que de 5% aux grandes dames de certains. D'autre part, l'aide financière massive reçue des pays arabes du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, permet au gouvernement d'entamer un programme de relance économique et d'exécuter un grand nombre d'importants projets d'infrastructure. Je mentionnerai 3 de ces projets qui, à mon sens, sont les plus importants. Le premier concerne l'énergie électrique, dont les capacités théoriques de production étaient limitées à 29 000 MW, insuffisantes pour subvenir aux besoins industriels et domestiques du pays. Je vous rappellerai que les ruptures du courant durant les dernières semaines de la présidence de Mohamed Morsi ont été des éléments qui ont poussé les Égyptiens à descendre dans la rue. Le gouvernement a donc tracé un plan énergétique pour couvrir les besoins grandissants de l'économie et en assurer la sécurité basée sur 3 axes. D'abord, sur le développement d'un mix énergétique diversifié pour profiter pleinement des ressources disponibles, notamment du potentiel solaire, éolien et hydraulique. Ensuite, sur des incitations crédibles pour attirer le secteur privé à participer à la construction d'un secteur privé énergétique financièrement viable. Et finalement, sur la définition claire et simple des rôles du régulateur et des opérateurs pour amorcer la transition vers un marché libéralisé de l'électricité. D'autre part, le gouvernement signe des contrats de fourniture et de financement pour augmenter la capacité de production en un premier temps de 14 400 MW pour atteindre une capacité totale de 43 000 MW, un projet qui sera exécuté en moins de 18 mois.